Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer de parler de la méta speed duel comme vous le voyez au-dessus de ma tête, je tenais quand même à vous remercier. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai franchi la barre des 500 abonnés. Donc évidemment, merci à tous pour ça. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est incroyable. Et ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'il y a autant de personnes. Parce que quand même 500 c'est un nombre, hein, même si c'est pas 3 millions ou 200 000, je sais pas. Enfin, pour moi c'est vraiment incroyable tout simplement. Donc merci beaucoup pour ça. Je vous fais très vite dans la semaine une vidéo par rapport aux 500 abonnés spécifiquement. J'ai quand même quelques trucs de prévus. Vous en savez certains, hein, spoiler, Scud Cup, avec Alex Yuki et Jean-Tony. Mais bref, je vous fais une vidéo sur ça plus tard dans la semaine. Pour l'instant, on va parler de la méta speed duel. Et c'est parti. Donc on va parler de la méta speed duel, comme je l'ai dit. En gros, ça fait voilà quelques mois maintenant que le dernier booster, les dernières decks de structure sont sortis. Et il y a encore jusqu'à début décembre avant que de nouvelles cartes arrivent pour peut-être chambouler la méta. Donc je me suis dit que c'était le bon moment, surtout après l'Abyss Speed Cup, de se poser un peu et de réfléchir à ce qu'est la méta speed duel actuelle. Les choses importantes à dire avant de commencer, c'est que d'abord c'est fondé en grande partie sur mon opinion personnelle. Évidemment, j'ai énormément joué au speed duel, j'ai énormément fait de petits tournois ici et là, la Speed Cup et d'autres. Je me suis énormément renseigné et tenu au courant de tournois, comme je le mets ensuite des résultats en fait, nationaux et internationaux. Donc ça me permet voilà, d'avoir quand même une bonne base pour estimer, je pense, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est tier 1, qu'est-ce qui est tier 2, etc. Mais quand même, je prétends pas avoir évidemment la réponse parfaite à toutes vos questions et à tout et savoir tout, loin de là. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis ou à me MP sur Twitter, etc. Ou en discuter sur Discord, où vous voulez, tous les liens sont dans la description de toute façon. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Et comme j'ai dit, on va parler de l'Abyss Speed Cup et donc on va se lancer directement avec le deck breakdown de l'Abyss Speed Cup. Alors, chose importante, c'est que donc il y avait 52 decks, 52 participants. De base, l'Abyss Speed Cup était pleine, c'est-à-dire il y avait 80 personnes d'inscrits, sauf que 28 en fait finalement ne sont pas venus, ce qui est toujours dommage parce que quand on s'inscrit puis on ne vient pas, et bien potentiellement d'autres personnes auraient pu s'inscrire, mais on leur a dit que c'était complet, etc. Donc on se retrouve avec seulement entre guillemets 52 participants, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes sur cette méta. Donc déjà on voit 3 decks qui sont au-dessus du lot, Protecteur du Tombeau, Guerrier Contrôle et Dragon Serpent Nocturne. C'est logique. Derrière on a Yeux Bleus et Renoncé, Harpie aussi, mais de mon point de vue, la manière dont je le ressens, les 5 premiers decks sont les decks des gens qui venaient avec un avis, un objectif compétitif minimum, qui se disaient voilà, là je joue un deck opti, compétitif dans la méta, qui avait beaucoup deck test. Et pour moi, à partir de Harpie et tout le reste, c'est des gens qui soit venaient avec leur deck de cœur, soit venaient avec des decks qu'ils pensaient être bons, mais en fait ne l'étaient pas tant. Par exemple, je pense à Amazoness, avec Synergie Tribal, etc. Donc c'était peut-être voilà, des gens qui avaient moins de deck test ou qui venaient juste pour le fun avec leur deck de cœur, je ne sais pas trop. Mais voilà, pour moi il y a une claire séparation entre les deux. Cette séparation elle se ressent dans le top 16 ensuite de l'Abyss Speed Cup, parce que comme vous voyez il n'y a que 5 decks différents et c'est en fait les 5 premiers decks que vous avez vus juste avant. C'est-à-dire Protecteur du Tombeau, il y en avait 6, 4 Guerrier Contrôle, 3 Dragons Serpent Nocturne, 2 Renoncés, 1 Yeux Bleu. Et c'est les meilleurs decks de la méta, clairement, on les a là, il n'y a pas de doute. Et on n'est pas surpris au fond que ce soit Protecteur du Tombeau qui ait gagné à la fin, parce que c'est sûrement le meilleur deck. Mais on passe tout de suite à ma tier list. Et donc au niveau de la tier list, on va commencer par le tier 1 directement avec Protecteur du Tombeau. Alors je dis directement, voilà, il y a une decklist à côté, il n'y a pas de side deck parce que j'estime que le side deck c'est vraiment personnel, ça dépend beaucoup de la méta que vous rencontrez dans le tournoi de votre quartier, etc. Ça dépend vraiment de contre qui vous jouez votre side deck, donc j'ai pas voulu faire un truc trop global sur ce point-là. Mais de manière générale, je vais quand même vous présenter des decks. Donc le deck qu'on a ici, c'est le deck de Kairon, vainqueur de l'Abyss Speed Cup. Si vous n'avez pas vu le deck profile où il explique un peu plus en détail ses choix et son side deck, je vous laisse évidemment la vidéo dans la description et aussi en note un peu au-dessus, en haut de la vidéo. Donc l'idée, c'est que avec donc Protecteur du Tombeau, on a pour moi le tier 1 du jeu. Principalement pour la raison qui est que on a accès au piège, donc Protecteur du Tombeau, Rite de l'Esprit,
qui permet en fait de recycler énormément les ressources. Vous pouvez recycler les protecteurs pour ensuite invoquer derrière le devin qui a un énorme impact évidemment sur un terrain. Et en plus de ça, en plus de cette capacité de recyclage, eh bien vous pouvez jouer l'aérosol avec la compétence donc parasite caché. Donc ça c'est très fort, c'est la meilleure compétence générique, c'est à dire qu'on peut mettre un peu partout avec voilà ces deux aérosols, donc ces deux cartes de magie, et ça rend le deck extrêmement fort parce qu'il a de la gestion pour tout en fait. Il a de la gestion pour les monstres face verso, il a de la gestion pour les monstres face recto, il a de la gestion pour des cartes magie et pièges, il a de la gestion pour des monstres à énormes points d'attaque, il a de la gestion contre un deck extrêmement agressif, il a des réponses à tout et c'est ça qui est extrêmement fort. Derrière on passe donc au tier 2 directement avec Guerrier Contrôle. Guerrier Contrôle donc très rapidement il a un peu les mêmes forces que Protecteur du Tombeau mais pas autant. C'est-à-dire qu'il a énormément de contrôle avec bien ses chevaliers qui peuvent se mettre, voilà, si vous avez deux chevaliers commandeurs sur le terrain, votre adversaire ne peut pas attaquer. Il a aussi accès à énormément de pièges, voilà, en back row parce qu'il n'a pas besoin de cartes spécifiques pour être joué. Zombina lui permet de recycler également. Le chevalier épée lui-même donne énormément d'attaques, au fond quand même ça met beaucoup de pression, 2000 d'attaque plus kunai potentiellement, donc ça met quand même pas mal de pression sur le terrain. Et en plus de ça, de nouveau ce deck a accès et peut utiliser parasite caché et donc les deux aérosols, ce qui de nouveau est extrêmement fort dans cette méta. On enchaîne directement avec Dragon Serpent Nocturne, mon deck, celui que j'ai amené à la Bispeed Cup, et c'est exactement ma decklist à la carte près. Donc pourquoi ce deck est fort? Tout simplement parce que la compétence qui fonctionne avec le Dragon Serpent Nocturne est complètement craquée. Elle est beaucoup trop forte, elle vous permet d'ordonner votre deck, de tuto, de détruire une carte sans cibler sur le terrain de votre adversaire, enfin de faire plein de choses. Et au fond, votre seul objectif c'est d'invoquer le Dragon Serpent Nocturne. À partir du moment où il est sur le terrain, vous pouvez battre à peu près n'importe quel deck tout simplement. Vous avez énormément de protection avec les 3 Kuriboh et les 3 Gentlemandre. Et en plus de ça, vous pouvez quand même assez facilement side deck des cartes que vous pouvez avoir plus facilement. Parce que dès que, imaginons vous sidez 2 cartes pièges, peu importe, j'ai n'importe quoi, on va dire 2 cartes pièges. Vous utilisez ensuite les feuilles Dragon Serpent Nocturne ou carte en avance, tout simplement la carte de magie, et vous pouvez très facilement comme ça récupérer en fait vos cartes de side. Même s'il n'y en a que 2 dans le deck, eh bien vous avez beaucoup plus de chances statistiquement de les voir que n'importe quel autre deck grâce à votre capacité de regarder les cartes au-dessus de votre deck. Derrière donc on passe au tier 3 avec Dragon Blanc aux yeux bleus. Comme j'ai dit, il y en avait un dans le top 16 de la Bispeed Cup. Pourquoi j'ai mis ce deck en tier 3? Tout simplement parce que il peut battre tout le monde comme il peut perdre contre tout le monde. C'est littéralement ça ce deck. Il peut être joué tour 1 quand même, si vous arrivez à faire un bon terrain et vous avez une ou deux vigilances de champion, le tour 1 est pas gênant. Vous préférez quand même être tour 2 et OTK comme un bourrin, mais de manière générale, ce deck, s'il brique pas, il peut sortir extrêmement fort, et si votre adversaire n'a pas une réponse instantanée, c'est fini. Honnêtement, c'est très fort, mais comme je l'ai dit, c'est un deck qui est pas ultra stable, qui peut brick, et qui est all-in. Vous allez vraiment mettre 1 ou 2 tours où vous allez mettre énormément de pression. Si ça passe pas, généralement, vous pourrez pas remonter et vous perdrez. C'est pour ça que oui, il peut gagner contre tout, mais le fait qu'il puisse perdre contre tout au fond et qu'il peut perdre même contre lui-même avec un gros brick, là, ça fait que je l'ai mis que tier 3. Ensuite donc Renoncer qui est également tier 3, il y en avait 2 donc au top 16 de la Bispeed Cup. C'est un peu la même logique, alors là ça c'est ma decklist tout simplement parce que j'ai pas réussi à avoir accès à une decklist optimisée de ces dernières semaines, voilà, là, donc j'ai préféré prendre la mienne que j'aime bien. Elle est au fond dans la même logique que Dragon Serpent Nocturne, c'est-à-dire que vous avez énormément de protection et un monstre central qui fait tout le taf en fait, le Renoncer. La raison pour laquelle il est tier 3 et pas tier 2 contre Dragon Serpent Nocturne, c'est que le Renoncer ne fait pas autant, il fait au fond que prendre un monstre adverse, alors que le Dragon Serpent Nocturne fait beaucoup plus. Le deck est peut-être plus stable que Dragon Serpent Nocturne par contre parce que vous avez plus de tutos etc. De manière générale, la faiblesse du deck c'est quand même tout ce qui est des destructions de magie piège, parce que si vous avez un Renoncer qui est équipé d'un monstre qui déclare une attaque et que vous activez je ne sais pas une tornade de poussière, vous détruisez l'équipement donc du Renoncer, il attaque juste à 0-0. Et beaucoup de decks actuellement, que dans les par exemple Protecteur du Tombeau et Guerrier Control, jouent ce genre de cartes. Donc c'est compliqué d'arriver à faire un combo avec ça, faut souvent être très patient et quelquefois vous n'avez pas la possibilité d'être patient. Par contre, contre Dragon Serpent Nocturne, le match-up est assez 50-50, ça dépend souvent en fait de qui commence à agresser en premier. Si la première personne qui agresse a vraiment un board et une manière de protéger son boss monster, imaginons je joue Renoncer, j'invoque le Renoncer mais j'ai un transporteur interdimensionnel en face verso, c'est ok.
Par contre, si je fais juste renoncer, je prends un monstre à la noix, genre un double coston au dragon serpent nocturne et que le joueur dragon serpent nocturne invoque derrière le dragon serpent nocturne, généralement c'est moi qui perdrai. Ça dépend vraiment de tempo, ça dépend vraiment de si vous êtes celui qui sera capable de prendre l'avantage et de pas perdre votre boss monster au tour d'après, ou au pire d'en refaire un au tour d'après, mais le match-up est vraiment 50-50. Et le dernier deck que j'ai mis en tier 3, j'ai mis Amazoness. Alors ici vous avez une version tribal. Alors pourquoi je l'ai mis en tier 3 ? Parce que moi je pense honnêtement qu'il est peut-être pas tier 3 parce que il a vraiment de grosses faiblesses contre beaucoup de decks du haut du panier, surtout Dragon Serpent Nocturne. Le problème avec ça, en plus les tornades de poussière le font très mal également. L'idée c'est que le deck est quand même extrêmement joué. À la Speed Cup il était un peu moins, mais sur beaucoup de tournois dans vos villes, etc. Enfin de ce que j'en sais en tout cas, à Paris surtout, même à Berlin ici quand je fais des tournois de Speed Duel, il y a énormément d'Amazoness. Parce que c'est un deck facile à faire, c'est un deck qui est quand même fort. Alors, et donc cette représentation là fait qu'on peut pas vraiment l'ignorer. Par contre, là je vous montre une version tribal, donc avec des harpies et des Amazoness. Je joue quand même les héritages, mais les héritages c'est quelque chose que maintenant vous pouvez vraiment enlever parce que c'est dur à utiliser justement à cause des tornades de poussière et de tout le reste. Vous pouvez aussi faire une version complètement Amazoness qui marche, et si vous faites une version complètement Amazoness, ce qui est bien c'est que ça vous permet de jouer de nouveau Parasites cachés et donc les aérosols, et d'avoir un deck qui selon moi est meilleur. Mais ce deck contrôle là, un deck contrôle Amazoness, j'ai envie de dire, si vous voulez jouer un deck contrôle avec Parasites cachés, il n'y a pas de raison de jouer Amazoness et pas jouer Guerrier Control. Guerrier Control est bien meilleur, mais voilà, c'est un deck qui est quand même facile à faire, les cartes sont pas compliquées à avoir, il n'y a pas de gros ultra rares ou je sais pas quoi de booster. Donc c'est quand même un bon deck qui mérite je pense d'avoir une place en tier 3, au moins par sa présence massive lors de tournois. Et on va terminer rapidement par les mentions honorables. Donc d'abord tout ce qui est deck Vanilla. Donc là je vous montre une version commune, c'est-à-dire où vous jouez un peu n'importe quoi en monstre Vanilla. Donc là c'est un Cabazol, on a Digrapher, on a Battleox. Vous avez aussi la version qui joue zombie, donc avec que les monstres normaux zombies, et dans ce cas là vous jouez évidemment formation ectoplasmique pour augmenter donc l'attaque de vos monstres zombies à chaque tour, ou vous avez la version dino où vous jouez directement avec la carte de terrain dinosaure. Mais moi je préfère vous montrer cette version. Pourquoi? Parce que de nouveau vous pouvez jouer parasites cachés là-dedans et ça aide beaucoup. Le deck est pas mauvais, le problème c'est que vos monstres sont des monstres normaux, donc ça veut dire que si vous avez une main où vous avez, je ne sais pas moi, 2 tornades de poussière et 2 monstres normaux, c'est nul. Il vous faut vraiment les charger, il faut vraiment vague de chaleur, ça vous permet vraiment de lancer vos combos et d'agresser directement et d'empêcher votre adversaire de se setup. Mais voilà, les match-up de ce deck sont pas fous. Il a un match-up plutôt correct contre Dragon Serpent Nocturne, grâce justement au chargé, ça lui donne même un avantage si vous avez un opening avec chargé. Mais contre Protecteur du Tombeau par exemple, vous galérez parce que vous pouvez lui détruire ses monstres, c'est bien, mais lui il va quand même revenir tout le temps avec des monstres. Donc voilà, c'est un deck qui peut être joué, mais c'est pas un deck qui pour moi mérite d'avoir un tiers. Ensuite, Harpie, donc là, je vais pas dire grand chose sur ce deck, tout simplement, c'est un deck ultra agressif, c'est comme Dragon Blanc aux yeux bleus en fait. La différence c'est que votre tour 1 il est vraiment mauvais, à part poser visage d'oiseau, vous avez pas grand chose d'autre. Et surtout, vous pouvez encore plus brick que Dragon Blanc aux yeux bleus, et vous avez quand même pas la même puissance de frappe, vous allez pas invoquer genre 2 monstres à 3000 qui sont pas ciblables, etc. Ce sera juste des harpies qui peuvent détruire des MP, mais quand même, tour 2, ce deck, il peut faire des énormes sorties, et puis c'est quand même, voilà, le deck un peu de l'animé, c'est cool, comme My Valentine, ça fait plaisir, et c'est un deck qui est vraiment sympa à jouer, mais plutôt pour le fun, et pas vraiment dans une optique compétitive. Et on enchaîne encore avec Crâne Serviteur. Alors, Crâne Serviteur, tout simplement, un bon deck. Le problème c'est que vous jouez avec un seul monstre au fond, il n'y a que le roi des crânes qui fait vraiment le taf. Là j'ai mis 2 tempêtes d'Etakwa, mais 2 Michizure sont totalement valables aussi. D'ailleurs même je pense que dans ma dernière decklist en vrai je joue des Michizure. Les à moitié fermés sont aussi très efficaces, parce que si votre roi des crânes est passé en mode défense, ça vous permet de tout simplement temporiser tout un tour en disant bah non il ne sera pas détruit au combat. Le problème de ce deck principal c'est comme j'ai dit, vous jouez autour de un monstre, le roi des crânes. S'il se fait gérer, vous êtes quand même dans la panade, et surtout son effet de bannir un crâne serviteur pour le réinvoquer, ça baisse énormément sa puissance, et en plus c'est un deck lent, parce qu'il faut quand même envoyer vos 3 crânes serviteurs au cimetière avant qu'il y ait vraiment une possibilité d'agression avec votre roi des crânes. Et le pire c'est qu'en fait vous avez
3 cartes, les 3 crânes serviteurs que vous ne voulez surtout pas voir dans votre main. Parce que si vous l'avez dans votre main, ça veut dire que vous avez perdre un tour. Parce que la compétence vous permet évidemment d'en envoyer un depuis le deck au cimetière, mais pas depuis la main. Donc si vous l'avez dans la main, ou si on avait 2 dans la main, c'est encore pire, vous devez absolument les poser sur le terrain pour qu'ils soient détruits au combat ou par un effet qu'ils aillent au cimetière. Donc ce fait que ce deck soit extrêmement lent dans la méta actuelle, c'est trop compliqué. Et pour terminer, évidemment, le deck burn, donc ici c'est de nouveau une version aussi à moins, un deck burn, contrôle, stall, enfin un deck insupportable, voilà. Malheureusement pour lui, et heureusement je pense pour la méta, il n'est pas jouable actuellement, tout simplement parce qu'il a un mauvais, très mauvais même match-up contre Protecteur du Tombeau qui peut détruire les phases verso et faire énormément de sacrifices pour se débarrasser des masques. Et en plus de ça, il a un match-up tout simplement ingagnable contre Dragon Serpent Nocturne. Si le joueur Dragon Serpent Nocturne a un point de QI, vous gagnerez pas. C'est vraiment à ce point-là le match-up. Donc ça fait que c'est un deck qui bat tout le reste, honnêtement, qui peut vraiment être insupportable pour Guerrier Contrôle, pour Amazoness, pour Renoncer, pour Yeux Bleus. Pour tout ça c'est fort, mais les 2 meilleurs decks de la méta, il se fait démonter. Et c'est pour ça que moi je considère qu'on peut même pas le mettre tier 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'espère que ma decklist et ma tier list, voilà, vous aura plu. Si vous n'êtes pas en accord ou si vous êtes en accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, etc. Tout est dans la description, abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important évidemment. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément également. Merci encore pour les 500 abonnés. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos qui, avec la sortie de la nouvelle box, vont surtout être sur du Duel Links dans les prochaines semaines sûrement. Surtout que le Speed Duel, il y a un peu moins de choses actuellement. Mais on en refera clairement parce que j'ai encore des petits decks quand même assez sympas à vous montrer. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Ankara, and I'm out.